Les spécificités du miel corse, déjà on a une flore qui est pas forcément endémique, mais on a pas mal de plantes endémiques, mais on arrive à faire des miels qui sont typiques et inégalables, parce que le maquis de printemps, bruyère blanche, c'est pareil. On en fait dans les Cévennes, hein, c'est sûr qu'il y a des très bons miels de bruyère blanche. On en fait ici qui est associé à la lavande, au genêt, à l'asphodèle. On a des printemps du littoral qui sont eux majoritairement asphodèle, qui est une fleur qui va pas tarder à pointer le bout de son nez puisqu'elle est là, qui est une fleur sauvage. Donc la typicité, c'est qu'on est vraiment sur des terrains qui sont archi sauvages. La chance qu'on a quelque part, c'est que c'est vraiment une île dans la mer, donc il y a différents étages au niveau de la végétation, et ça on peut vraiment jouer là-dessus, commencer en littoral au mois de mars, remonter légèrement après, et pour arriver un peu au pic avec le maquis d'été, avec des miels qui ne se font que au-dessus de 1000 mètres d'altitude, sur l'antilis, le thym, l'herbe à baronne. Et c'est vrai que voilà, on a une échelle qui va de... On a des ruches qui sont sur le conservatoire du littoral, là, elles sont à peu près à 4 mètres d'altitude. 3 mois après, elles vont passer à 1100 mètres d'altitude pour faire deux miels qui n'ont absolument rien à voir. Ouais. Et alors l'avantage pour nous, c'est qu'on fait des miels qui sont très variés, très intéressants. Et l'énorme avantage, c'est que nos ruches, comme elles ne sont pas en sédentaire, arrivent à garder une espèce de bonne santé constante parce qu'elles rebondissent sur différentes mielées comme ça et sur différents pollens. Donc on arrive à conserver un bon garde-manger pour elles sans avoir à ajouter soit des compléments ou autre chose. Donc c'est une vraie petite exploitation familiale. Et c'est sûr qu'on a 500 ruches, ça paraît beaucoup, c'est assez peu pour une exploitation qui fait vivre quand même 3 personnes. On y arrive aussi parce qu'on a un vrai parcours de transhumance, on arrive à faire 7 à 8 miels différents et surtout les 6 de la gamme AOP miel de Corse. Le cahier des charges AOP Corse, on pourrait dire qu'il est presque plus drastique que le cahier des charges bio par rapport notamment à l'HMF, cette substance qui est naturellement présente dans le miel et qui augmente plus le miel est chauffé. Après, c'est simplement sur le traitement. En AOP miel, on peut être en bio et en AOP miel de Corse. En fait, c'est deux choses différentes. C'est simplement le traitement sur la varoise, sur l'acarien, qui est en bio ou en conventionnel. Mais comme on en parlait déjà, ce traitement, il est fait après les récoltes. Et chaque année, depuis plus de 10 ans, avec l'AOP Miel de Corse, des analyses sont faites sur les résidus dans les cires au printemps suivant. Donc ce qui va contenir le miel. Effectivement, on ne trouve rien en traitement conventionnel. C'est pas pour autant qu'on peut passer en bio, c'est simplement que la molécule qui traite cet acarien n'est pas une substance naturelle. Alors là, il y a l'acide oxalique qui fait quand même des miracles entre guillemets, parce que le varroa est quand même un truc un peu teigneux, qui s'accroche bien et qui dézingue complètement les abeilles. Ça ne tue pas la colonie, ça l'affaiblit. Parce que le gros danger des coins touristiques comme ici aussi, c'est qu'on peut très vite voir arriver du miel d'ici ou d'ailleurs, ou des fois même des choses qui ne sont pas du miel, qui arrivent en Corse et qui peuvent être tamponnées sous l'étiquette miel de Corse. Ça peut très vite arriver. Il y a un gros problème sur le marché du miel en France. Bon, bref, c'est un autre souci, mais c'est vrai que pour protéger, on a vraiment mis en place un paquet de choses qui sont vraiment garants et d'une apiculture responsable et d'un produit qui est bien fait ici, bien conditionné, puisqu'on analyse aussi le taux d'HMF, qui est donc une substance qui est naturellement présente dans la nature et dans le miel, mais qui à haute dose peut être toxique. Et on sait que les miels qui sont surchauffés font monter cette... Et donc ça, c'est assez important. Ça a le mérite aussi, ici en Corse, d'être limité à 10 mg par kilo. La moyenne nationale, c'est 40 mg par exemple. Donc on est 4 fois moindre, 4 fois en dessous de ce qui se fait sur le continent, sur les miels. Donc
On ne chauffe pas nos miels, les miels travaillent derrière de manière naturelle, avec des cristallisations des fois qui sont un peu grossières, mais c'est aussi garant de ça, quoi. On ouvre les ruches tous les 7 jours. Ah, vous ouvrez carrément. Ouais. Ah oui, on visite, on ouvre, on opère. On fait 500 ruches. Ouais. Ouais, c'est taré. Là, une journée comme aujourd'hui, où on a du matos à faire, où on bloque un peu la journée, on sait qu'on doit la récupérer demain, ou dimanche, ou dans la semaine qui suit. On ouvre à peu près une centaine de ruches par jour. On sait que là, par exemple, hier après-midi, on a eu un peu plus de boulot que prévu parce que, encore une fois, on est sur des endroits où potentiellement elles pourraient toucher la bruyère. Elles ne rentrent pas de nectar, par contre elles rentrent du pollen et elles en rentrent beaucoup trop. Et elles sont en train de se bloquer en pollen. En rentrant à la ruche, elles vont devoir le stocker. Et ça, c'est de la place en ce moment. Comme toutes les ruches n'ont pas de hausse non plus, et que comme de toute façon il y a la grille et qu'elles ne vont pas pouvoir monter de pollen à l'étage, elles vont le stocker en bas. Et le fait de le stocker en bas, c'est que ça prend de la place. C'est de la place que n'a pas la reine pour pondre. Si la reine n'a plus de place pour pondre, elle cherche à partir. Ouais. C'est moche. Et donc, c'est pour ça qu'on ouvre tous les 7 jours pour vérifier que la reine soit toujours, voilà, qu'elle ait toujours la place de pondre. Et s'il faut retirer des cadres de pollen entiers, on les retire. Et en fait, on est toujours en train de prendre aux grosses pour donner aux petites. Donc, nous voici dans l'antre de la petite exploitation familiale, puisqu'on a un papiculteur qui est en train de mettre en pot. Alors, bonjour. Salut. Ah, mais t'as la veste de marin. Le Ouais, capitaine. Et ouais, voilà, c'est notre capitaine. Nous savions. Il y a un peu d'inox tout autour, mais ça reste et la méthode de travail sur les ruches et les méthodes d'extraction sont quand même restent encore très artisanales. Une fois qu'elles ont stocké le miel dans les alvéoles, le miel qui est donc à la base du nectar, et le nectar à la base c'est archi liquide, c'est-à-dire que ça goûte et ça pleut vraiment dans les ruches quand on secoue un cadre au-dessus. Donc elles vont prendre un certain temps pour sécher le miel. Quand il est sec, c'est-à-dire qu'elles l'ont fait tomber à moins de 18% d'humidité, et donc il ne va pas fermenter dans le temps, elles rebouchent l'alvéole avec une opercule de cire. Le miel de châtaignier peut être très riche en eau, donc il faut faire vraiment attention à ça. Le miel de miela, par exemple, on peut presque le récolter avant qu'elles operculent, puisqu'il est naturellement très sec. Et après, tout bêtement, nous, ce qu'on va faire, c'est découper cette pellicule de cire et puis faire tourner le cadre dans une centrifugeuse pour extraire le miel. Jusqu'à la saison 2019, on désoperculait à la main. Et on avait un petit extracteur qui était le même depuis les 20 dernières années. Et le travail reste le même, puisque si vous voulez, le cadre est mis dans cette machine et il y a simplement 2 couteaux qui sont bien réglés pour venir découper la pellicule de cire. Donc le miel, quand on arrive à 35 degrés, il est toujours liquide et il va commencer à décanter. Donc toute la cire dans ce bac va remonter. Et après, le miel est soutiré par le bas pour aller dans une deuxième centrifugeuse filtre qui est là-bas, qui elle va tourner très lentement. Et du coup, le fait de tourner très lentement, c'est que la cire qui va rester, les petites particules de cire qui vont rester à la surface, vont tout doucement être amenées sur l'extérieur, et lui, le miel, va couler sur le bas. Et après, c'est directement mis en maturateur. Après, selon les miels, selon la viscosité des miels, selon la période d'extraction, on va attendre entre une semaine, 10, parfois 15 jours, avant de pouvoir soutirer du miel, toujours par le bas. Et on se rend compte que des fois, en filtrant même au mieux le miel et longuement, on a toujours une pellicule de cire qui remonte bien sûr dans les maturateurs. Après, il existe des filtres à tubes, il existe des grosses machines pour filtrer encore plus finement, mais bon, il n'y a rien de mieux que le temps finalement. 10-15 jours, c'est quand même pas grand-chose avant de pouvoir mettre en pot.